Bonjour les amis, je vais commencer aujourd'hui par vous raconter une histoire. Nous sommes en l'an 1800, en Aveyron, dans le sud de la France. Des chasseurs reviennent de la forêt, ils ont attrapé dans leur filet un animal pas comme les autres. En effet, cet animal-là, il avait un corps humain. Et quand on l'observait, il fuyait le regard des humains. Il allait à quatre pattes. Et on s'est vite rendu compte qu'il s'agissait d'un enfant d'un être humain qui avait été abandonné dans la forêt. Il avait été recueilli par les animaux qui l'ont protégé, qui l'ont nourri et il s'est développé avec eux. Un peu comme Tarzan. Cet enfant a donc adopté le mode de vie animal. Il allait à quatre pattes, il criait comme les animaux, il pouvait plonger sa main dans une marmite qui contient de l'eau bouillante, retirer un objet sans que cela lui fasse mal. En fait, c'était un animal. Alors, ils ont confié cet enfant à un médecin du nom de Itard. Et M. Itard avait pour mission d'essayer de faire de cet enfant-là un être humain comme les autres. Et M. Itard a essayé de lui apprendre d'abord le langage humain, le langage verbal. Il a essayé de lui apprendre à marcher. Il a essayé de l'aider à contracter de bonnes habitudes. Imaginez-vous, quand on lui donne à manger, il était à l'aise en étalant la nourriture au sol. Et alors là, il pouvait manger comme un animal. Même l'eau, il ne pouvait pas boire dans un verre. Il fallait qu'il puisse lamper comme le font les chiens. Et il fallait lui apprendre tout ça. Au bout de 5 ans, M. Itard constate que cet enfant-là, il avait atteint le maximum de progrès qu'il pouvait faire. Il a jeté l'éponge et il a dit qu'il ne pouvait pas faire mieux. Et on a donc confié cet enfant, qu'ils ont appelé Victor, on l'a confié à une dame qui avait pour mission de le garder. Et la femme a gardé Victor. Et après quelques mois, on est venu un matin, on l'a retrouvé, il était mort. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de cette histoire? La conclusion qu'on peut tirer, c'est de se poser d'abord la question, pourquoi est-ce que le médecin n'a pas réussi à faire de cet enfant-là un homme? La réponse est simple. Pour certaines acquisitions, l'enfant avait déjà dépassé les périodes sensibles. En français, on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Cela veut dire que, en matière d'évolution d'un enfant, en matière du développement d'un enfant, il existe un âge auquel l'enfant est apte à acquérir telle ou telle aptitude. Dépasser cet âge-là, ça peut être difficile. 2 exemples. En ce qui concerne le langage est le produit de l'imitation. Si vous prenez une famille, papa, il a 70 ans, maman, elle a 65 ans, et ils ont un enfant de 8 ans. Vous les amenez dans un pays où ils n'ont jamais été, où on parle une langue qu'ils n'ont jamais entendue. Eh bien, allez leur rendre visite 1 an après, vous allez constater que leur enfant sait déjà parler la langue de ce pays-là, alors que les parents n'y arrivent pas encore. Si on ajoute qu'il y a encore un grand-père qui, lui, a 85 ans, il n'est pas impossible que ce grand-père, transplanté dans un autre milieu, qu'il y passe même 10 ans sans jamais maîtriser la langue de cet endroit-là. Alors on peut se poser la question, pourquoi l'enfant de 5 ans, arrivé quelque part, il va maîtriser la langue, alors que le papa, parce qu'il a 80 ans, il n'y arrive pas? C'est parce que le papa a dépassé la période sensible, période favorable à l'acquisition du langage. Nous savons très bien que l'enfant apprend à marcher pendant sa première année et qu'à 12 mois, il va marcher convenablement. Mais si vous prenez un enfant, orphelin par exemple, vous le laissez dans son berceau
pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, cet enfant ne marchera pas. Essayez de lui apprendre à marcher, vous allez voir le temps que cela va vous prendre. C'est tout simplement parce que lui aussi, pendant la période de psychomotricité favorable à la marche, eh bien, vous l'avez laissé allongé dans son berceau. Donc, Victor avait dépassé les périodes sensibles au cours desquelles il pouvait acquérir des connaissances, et là, il était trop tard. Il n'a pas pu s'adapter au milieu humain. La grande conclusion que les pédagogues ont tirée de cette histoire, c'est de dire que l'enfant d'un être humain, quand il vient au monde, n'est-ce pas? C'est très bien, nous sommes contents. Ce n'est pas encore un homme. Un sage a dit, l'enfant n'est qu'un candidat à l'humanité. Quand l'enfant d'un être humain arrive au monde, il est tellement dépourvu, il est tellement dépendant de ses parents, de son milieu, qu'il va falloir les efforts de tous pour le rendre humain. Et pour le rendre humain, on va l'éduquer. Donc, nous retenons, l'enfant n'est qu'un candidat à l'humanité. C'est grâce à l'éducation qu'il va devenir un être humain. Sinon, il devient un animal. D'où l'importance de l'éducation. Donc aujourd'hui, je voudrais vous dire un mot sur l'éducation. Nous retenons que Marc et Isabelle, au moment de leur fiançailles, sans avoir déjà eu un enfant, et s'ils sont malins, ils ont peut-être été à l'hôpital pour faire un examen qu'on appelle examen prénuptial. C'est un examen qui permet au médecin de voir si vous êtes compatible, si votre sang, si votre patrimoine génétique mêlé au patrimoine génétique du partenaire ne va pas poser de problèmes plus tard. Examen prénuptial. Vous vous êtes marié? Oui. Vous avez conçu? Oui. Pendant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, maman va voir son médecin. Maman va à la consultation prénatale. Pendant cette période, on essaie aussi de voir si l'enfant grandit bien, si le développement s'est fait normalement, si l'enfant n'a pas un problème pendant qu'il est déjà dans le ventre de la maman. Et puis alors, l'enfant va naître. Et même au moment où il va naître, c'est important comment il passe du corps de la mère à la vie pour éviter des traumatismes au moment de la naissance. Parce que les traumatismes vécus au moment de la naissance peuvent aussi influencer le développement futur de l'enfant. Voilà, il est là, il est venu. Mais cet enfant qui est là, qui est venu, il va falloir qu'il grandisse. Et là, je vais comparer l'enfant qui vient dans une famille avec un champ. Vous voulez planter du maïs? Très bien, vous allez préparer le terrain. Et vous allez choisir la semence et vous allez s'aimer. Pendant que vous semez le maïs, vous allez respecter l'alignement. Vous allez dire entre une rangée et une autre 75 cm. Entre un poquet et un autre 25 cm. Dans chaque poquet, juste une graine, la bonne graine. Et le jour où vous mettez ces graines dans le sol, vous mettez de l'engrais pour nourrir la graine. Et vous couvrez. Un jour, le maïs va pousser. Le maïs a poussé, c'est pas fini. Il faut encore soigner, enlever les mauvaises herbes, soigner la plante. Un jour, la plante croît, elle donne des fruits et vous récoltez du maïs. Vous êtes content de votre travail. Mais si pour le maïs, on doit prendre autant de précautions, qu'est-ce que vous croyez qu'on va faire d'un être humain? Le champ, en matière d'enfant, c'est la famille, c'est le milieu dans lequel il va vivre. Est-ce qu'il vient dans une maison où papa et maman ont préparé sa place? Ou est-ce que, conçu dans la rue, il va naître dans la rue aussi, comme on a vu certaines choses arriver dans nos villes aujourd'hui? Et dans la maison, il va vivre là. Est-ce qu'il a sa chambre? Est-ce qu'il a de l'espace? Est-ce qu'il y a un berceau? Dans le berceau, est-ce qu'il y a des couvertures, des draps? Tout est-il propre? Voilà, ça fait partie de son milieu. Et le milieu, c'est aussi la nourriture qu'il va avoir. Est-ce qu'il va bien manger, cet enfant?
Est-ce qu'il va avoir de l'air? Est-ce qu'il va bien respirer? Donc, il y a un bien-être lié aux conditions physiques dans lesquelles l'enfant va être reçu. Donc, milieu, c'est très important pour l'éducation de l'enfant. En plus du milieu, vous avez alors qui va s'occuper de cet enfant? Son papa est là, sa maman est là, c'est très bien, ils vont s'occuper de l'enfant. Il y a mamie, il y a papi, très bien, ils vont s'occuper de l'enfant. Or, à ce niveau-là, nous voyons parfois qu'il y a des gens qui sont démissionnaires dès le début. L'enfant est venu au monde, maman est là pour s'occuper de l'enfant et papa a disparu. Un de ces papas qu'on appelle papa géniteur. Un de ces papas qu'on ne voit pas. Et même s'il n'a pas disparu, il est irrégulier à la maison. J'ai déjà vu des enfants. Il a un journal de classe qu'il a ramené de l'école. Il y a un message que papa doit signer. Et l'enfant ne sait pas si papa sera à la maison ce matin-là pour signer. Et il doit demander à maman, maman, tu penses que papa sera là? Et votre maman vous répond avec des larmes parce qu'on n'est pas sûr que papa va dormir dans la maison. On n'est pas sûr que papa va revenir à l'heure pour signer le journal de classe de l'enfant. Des fois même à l'école, on va dire que les parents viennent. Et il y a des enfants qui n'ont jamais pu inviter leurs parents à l'école parce qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, nous appelons ça les agents de l'éducation. C'est la famille, c'est les parents, c'est les voisins aussi. Là, ça dépend des cultures. Il y a des cultures où vous dites un mot sur l'enfant du voisin et le voisin vous dit « de quoi tu te mêles ?» Mais nous, on vient d'une culture où un voisin qui voit l'enfant en train de mal se comporter, il peut lui dire « mon ami, ne profite pas de l'absence de tes parents. C'est pas comme ça que tu dois faire. » Et là, l'enfant comprend que pour son éducation, même le voisin est capable de donner un bon conseil. Il va aller à l'école. Très bien. L'enseignant, ça sera aussi un éducateur. Nous avons vu aujourd'hui des gens qui témoignent dans leur vie. Ma vie aurait été un échec si je n'avais pas rencontré sur mon chemin mon enseignant de 3e année, de 4e année, de 5e année. Alors qu'il en a eu plusieurs, hein? Mais voilà qu'il se souvient d'un enseignant. Et lui seul sait pourquoi. Les enseignants. Vous avez aussi tous les gens avec qui nous vivons, les autorités, les animateurs des mouvements de jeunesse, tous ces gens qui font des activités auxquelles nous allons inscrire les enfants et qui vont s'en occuper. Parce que ces activités-là ont toujours un but éducatif aussi. Voilà pour ce qui est s'occuper des enfants. Maintenant, quand on veut s'occuper de l'enfant, on veut faire quoi? On veut l'éduquer. Très bien. Définissons maintenant l'éducation. C'est quoi éduquer un enfant? Éduquer un enfant, c'est l'aider à développer le potentiel qu'il apporte pour lui donner des atouts, des outils, afin que plus tard, il soit en mesure de se prendre en charge. Plus tard, il soit capable d'être utile à lui-même et à la société. Voilà le but de l'éducation. L'enfant d'un être humain, c'est l'animal le plus dépendant quand il vient au monde. Mais on va lui donner des outils. Un jour, il vole de ses propres ailes. On dit, voilà, l'enfant est éduqué. Attention, l'éducation ne signifie pas avoir un diplôme. Avoir un diplôme, ce n'est qu'un aspect. Mais l'éducation, c'est beaucoup plus vaste que ça. Vous êtes un homme capable de rendre service. Vous êtes un homme sur qui l'on peut compter. Vous êtes un homme compétent dans votre domaine. Vous êtes un homme utile. Vous êtes un homme qui, les jours où vous ne serez plus là, les gens vont dire « Oh, il y a un vide. » Vous êtes un homme. Antoine de Saint-Exupéry a dit « Être homme, c'est être responsable. C'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. C'est avoir honte d'une situation malheureuse, même si elle ne dépend pas de moi. Au nom de l'humanité, on a honte de tout ce qui est triste. Voilà être un homme. Mais maintenant, pour atteindre cet objectif-là, eh bien, il va falloir
éduquer. Mais pour éduquer, il y a aussi la méthode. Comment nous faisons? Vous avez des gens qui s'imposent sur leurs enfants et ils pensent qu'ils font bien. Vous avez des gens capables même de punir et même de punitions physiques. Ils pensent qu'ils font bien. Moi, je vous dis, il y a une différence entre éduquer un enfant et dresser un animal. Dresser un animal, on s'impose à l'animal. On provoque des réactions mécaniques à partir du système récompense-punition, récompense-punition. Mais éduquer un homme, c'est lui parler, c'est le convaincre, c'est solliciter l'adhésion, c'est solliciter l'effort de l'enfant qui doit participer à son propre développement. Et alors, quand on va éduquer, on se met à éduquer l'enfant comme ça, il viendra un moment où le parent se rend compte que un moment, il ne peut pas tout faire. Exemple, un enfant qui décide de devenir pilote. Et moi, son père, je ne sais pas lui apprendre à être pilote. À ce moment-là, je vais voir la nécessité de l'école. Je vais l'inscrire dans une école où on va lui donner la formation que moi, je ne peux pas lui donner. Vous voyez comment l'éducation devient l'œuvre de tous. Nous, la famille, l'école, etc. J'ai déjà entendu des gens qui disent, des enseignants qui disent, « Ah mais non, les parents sont des démissionnaires. Nous, notre rôle, c'est d'enseigner. Et ils doivent éduquer. » Je n'ai jamais compris comment on arrive à séparer enseigner et éduquer. Alors que dans mes textes littéraires que j'ai choisis pour faire lire à mes élèves, je peux choisir un texte qui contient un message. Un message qui va accompagner cet enfant tout au long de sa vie. Alors à ce moment-là, comment est-ce qu'on va séparer éducation et instruction? Ou alors quelqu'un qui, lui, va avoir un diplôme, et puisqu'il a un diplôme, il dit « Ouais, je suis éduqué ». Non. On dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Vous avez beaucoup de parents qui, à un certain moment de leur vie, vont faire le bilan de leur travail éducatif. Et il y en a qui vont vous dire « Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire que je n'ai pas fait. J'ai fait attention à mon fils. Je lui ai donné ce qu'il fallait. J'ai fait de mon mieux. Et voilà les résultats auxquels j'arrive. » Demandez aux gens qui fument aussi bien de la cigarette que du chanvre ou d'autres substances interdites. Comment vous avez commencé? Mais la plupart, c'est toujours, mais non, je me promenais avec un tel, et lui, il était déjà là-dedans. Et il m'a initié. Et c'est vrai que quand on est déjà là-dedans, on n'aime pas voir un ami qui, lui, il est nickel. Non, on voudrait entraîner tout le monde là-dedans. Alors, au début, on vous dit, ben, si tu ne fumes pas, c'est que tu n'es pas viril. Hein? Et voilà, une première cigarette pour montrer que tu es viril. Deuxième cigarette pour montrer que tu peux faire comme les autres. Jusqu'au moment où viendra alors l'addiction. Et vous ne savez pas vous libérer de quelque chose qui va devenir nocif, aussi bien pour votre santé, nocif pour votre famille, nocif pour la société. Les amis. Conclusion. Nous les parents, nous avons pour mission d'aider nos enfants. Sur ce point-là, je demande aux parents de se montrer responsables. Et quand on se montre responsable, on ne forme pas l'enfant pour ce qu'il va me devoir plus tard. Non, je le forme pour lui-même. Et vous, l'enfant qui avez été formé pour vous-même, si vous estimez que vous avez eu un bon développement, vous avez atteint vos objectifs, vous avez trouvé du boulot, vous travaillez, vous êtes content, vous pouvez faire votre foyer, nourrir vos enfants à vous et votre femme, eh bien, tout le monde sera content. Et si pendant ce temps-là, vous vous souvenez que votre papa, il s'est sacrifié pour vous aider, vous vous souvenez que votre maman, elle a fait de son mieux, eh bien, si vous avez un peu plus et que vous voyez que vos parents sont dans la souffrance, le cœur vous dit, mais aide quand même vos parents, eh bien, c'est un devoir d'aider aussi vos parents. Chez nous, il y a un proverbe qui dit, lorsque tu es encore jeune et vigoureux, va à la chasse, attrape du gibier, viens nourrir tes enfants. Plus tard, quand tu seras vieux, que tu ne sauras plus courir, c'est l'enfant devenu adulte qui ira à son tour à la chasse,
qui attrapera du gibier et qui viendra vous nourrir. Voilà.